Bienvenue dans cette émission du 4 juillet 2023 sur ma web TV anthropologique où de jour en jour je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Je vous rappelle que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Dans le cadre de la série Covid non censurée, nous allons aborder aujourd'hui la question des hospitalisations au cours de la crise Covid. Il nous souvient tous comment on nous a expliqué que le déploiement de l'épidémie d'une gravité exceptionnelle mettait à risque les services d'urgence des hôpitaux d'être submergés, et donc il fallait tous que nous acceptions un certain nombre de mesures de contrainte pour faire notre part et éviter cet engorgement. Et donc, rafraîchissons-nous la mémoire. Alors, effectivement, dès le mois de février 2020, en Suisse, l'armée se déploie pour soutenir les hôpitaux face à la vague de Covid qui allait s'abattre sur le pays. Et puis, à l'automne 2020 également, crainte d'une saturation des services de réanimation. À l'hôpital, la situation devient tendue. Il reste 4 lits de soins intensifs à Genève. Et dans le canton voisin, les hôpitaux sont saturés. Éviter l'engorgement des hôpitaux grâce au transfert de malades. Et on se souvient tous des fameux TGV médicalisés transportant des patients depuis le Grand Est jusqu'au Pays de la Loire, dans des conditions évidemment dramatiques étant donné que les patients en question étaient déjà en coma artificiel et sous respirateur. Et puis avec donc cette question lancinante, faudra-t-il choisir qui sauver et qui laisser mourir ? Vous voyez, dans un petit canton du nord de la Suisse romande, les hôpitaux se sont même préparés à choisir les patients à soigner. Et donc nous avons tous aussi en mémoire ces courbes présentées sur tous les plateaux télévisés de l'Occident nous expliquant le pic d'une épidémie est naturellement extrêmement pentu et rapide. Si nous ne faisons rien, cela va dépasser le niveau de saturation acceptable des hôpitaux, alors que si nous acceptons de nous confiner, de subir des fermetures, des couvre-feux ou de porter des masques, à ce moment-là, nous allons pouvoir aplatir la courbe et transformer le pic alpestre en gentille taupinière. Qu'en a-t-il été en réalité ? Il convient en préambule à cette discussion de rappeler que la capacité, le nombre de lits hospitaliers disponibles ne cesse de décroître d'année en année comme résultat d'une orientation politique délibérée. Et donc la France, par exemple, a perdu 25% de ses lits entre 2000 et 2019. Ce qui vaut pour l'ensemble des lits vaut aussi pour les lits en soins intensifs. Là, je vous présente un diagramme de l'OCDE qui montre la situation dans différents pays. Et Thomas Piketty avait repris ce diagramme que j'avais partagé dans le cadre d'un article, parce que si on ne comprend pas que la saturation dépend du nombre de lits d'hôpitaux disponibles, évidemment qu'on passe à côté d'une information importante. Et en rappelant également que contrairement à ce qu'Olivier Véran, ministre de la Santé à l'époque, affirmait sur tous les plateaux de télévision, la France a continué à supprimer massivement des lits d'hôpitaux entre le début de la pandémie et aujourd'hui. Alors, d'accord, le nombre de lits disponibles, c'est une donnée. Maintenant, qu'en a-t-il été de l'engorgement ? Était-il inhabituel ? Commençons là encore par rappeler que l'engorgement des hôpitaux en période d'épidémie respiratoire hivernale se produit d'année en année dans tous nos pays. Donc, je vous montre des images du Québec, des images de la France, je pourrais vous montrer des images de la Suisse. Chaque hiver, lorsque la grippe se répand et rend un grand nombre de personnes, surtout âgées, malades, les hôpitaux se retrouvent en état de surcharge. Vous reconnaîtrez peut-être le portrait de l'individu sur cet article, qui était à l'époque président de SAMU Urgences de France. Et vous voyez, en 2015, en période de grippe, les hôpitaux n'ont plus de marge pour absorber l'excès d'activité. Dans cet article de 2017, mais on pourrait trouver des articles de n'importe quelle année, tension dans 142 hôpitaux et déjà l'annonce d'un lourd bilan. Donc la réalité est que chaque hiver, il y a une surcharge temporaire des services hospitaliers. D'accord, me direz-vous, mais qu'en a-t-il été en 2020 avec le Covid ? Et là, nous disposons des statistiques officielles de la France.
et des différents pays. Et que nous montre-t-elle? Eh bien, c'est que la part des séjours hospitaliers liés à des patients codés comme ayant le Covid, sur l'année entière, aura été de l'ordre de 2%. Et qu'en soins critiques, ça n'a pas dépassé 5%. C'est-à-dire, pour parler français, une goutte d'eau dans l'activité hospitalière réelle. Même chose en Suisse. Il y a eu un recul des hospitalisations en 2020, étant donné qu'en mars-avril, on a refusé tous les patients qui n'étaient pas Covid et donc que les services étaient vides, à vrai dire. Eh bien, il y a eu moins d'hospitalisations que les autres années. Mais vous voyez, en Suisse, 2,9% des hospitalisations liées au Covid, 4,2% des journées de soins. Mais vous voyez que les auteurs du rapport prennent la peine de mentionner, il convient de noter qu'il n'est pas possible, sur la base des données disponibles, de savoir si le séjour hospitalier a été causé par le Covid-19 ou par une autre maladie. Je vous rappelle que toute personne à l'hôpital, pour quelque raison que ce soit, cancer, infarctus, AVC, diabète, qui avait un test PCR positif, même asymptomatique, ou un soupçon qu'il pourrait être porteur du Covid, recevait le codage Covid-19. Donc en réalité, on ne sait pas la part réelle des patients Covid. Des estimations ultérieures ont évalué à 50% le nombre des patients codés Covid qui avaient réellement un Covid infectieux justifiant une hospitalisation. Donc là encore, une goutte d'eau, et en rappelant de surcroît que le plan Orsan qui a été déclenché au mois de février-mars 2020 prévoit que 38 hôpitaux soient utilisés comme centre Covid sur tout le territoire français, dont 33 en métropole. Au même moment, on réquisitionnait l'ensemble des cliniques privées, où tous les hôpitaux étaient sur le pied de guerre, et il y en a plus de 1000 en France. 33 hôpitaux en France métropolitaine recevaient l'entier des patients Covid. Alors évidemment que ça pouvait générer un engorgement dans ces hôpitaux-là, mais que l'immense capacité qui aurait pu absorber littéralement 30 fois plus de patients n'a pas été mobilisée. Et bien sûr, les journalistes l'ont reconnu, Le Monde, 31 mars 2020, dans la lutte contre le coronavirus, cliniques et hôpitaux privés se sentent encore sous-utilisés. Se sentent est un tour rhétorique assez particulier dès lors qu'ils étaient non utilisés dans tous nos pays. Donc, pas de surcharge hospitalière exceptionnelle, pas d'afflux de malades, pas de risque de devoir trier les gens, au contraire, une abondance de capacités mobilisables et un très faible taux de séjour en réalité lié au Covid. Alors oui, quand on regarde la situation objectivement, tout cela a à nouveau été dramatiquement mal géré, mais on pourra se souvenir d'un curieux lapsus, mais en était-ce un, fait par le chef de l'État français tout récemment, alors qu'il rendait visite à un hôpital public. Ça dépend des femmes et des hommes. Et donc moi, je finirai par là. Je vous remercie de cet engagement parce que on est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. La destruction, en tout cas le délitement extrême de l'hôpital public n'aura échappé à personne. Alors vous me direz, la coupe est pleine, n'en rajoutons pas. Mais comme si cela ne suffisait pas, nous souvenons aussi comment ces images dramatiques se sont déroulées dans certains hôpitaux de patients qui étaient intubés à la chaîne, qui étaient entre la vie et la mort, avec un nombre de décès particulièrement important, sans précédent dans les services de soins intensifs. Vous voyez, à Genève, la chaîne de télévision locale, comment la morgue a géré les défunts du Covid-19, et le responsable de la morgue qui témoigne, je n'avais jamais vu autant de corps. Le problème, c'est qu'une grande partie de cette mortalité est explicable par l'abandon de soins, en laissant les gens à la maison sans aucune ressource de soins, en les laissant se péjorer et arriver à l'hôpital en situation d'urgence. Ils arrivent souvent trop tard. Et effectivement, les statistiques l'ont confirmé, 50% des patients hospitalisés ont été placés en réanimation dès le premier jour et 17% des patients sont morts
dans les heures qui ont suivi leur hospitalisation. Et on sait aujourd'hui qu'il aurait bien sûr été possible d'accompagner ces patients à domicile et, le cas échéant, de les oxygéner alors qu'ils étaient déjà en train de décompenser en oxygène. La privation de soins a causé de nombreuses morts. Mais cela va même plus loin. Vous vous souvenez du besoin de mécanismes de respiration artificielle, d'intubation dans lequel nous étions. La presse suisse, toujours prompte à louer la médecine et son appareil industriel. Voici le lit à 1 million qui sauve les malades du coronavirus. Il faut placer des gens en coma artificiel pour les sauver. Le problème, c'est qu'on a pu établir depuis que le taux très élevé de morts à l'hôpital était parfaitement corrélé au taux d'intubation. En d'autres termes, le fait d'intuber à peu près systématiquement les patients qui arrivaient en dépression respiratoire a causé des dégâts énormes, tout en donnant un argument soutenant en apparence le besoin de se confiner. Regardez à quel point c'est grave. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes après avoir été placées sous respiration artificielle et que on n'a pas encore enquêté sur ce phénomène, mais ce qu'on sait, c'est que c'était une directive qui venait de Chine, comme les autres directives de confinement, de masques, etc. Alors que on sait que sur un poumon nécrosé, comme c'était le cas de ces malheureux, il ne faut surtout pas ventiler. Patrick Guérin, qui est docteur en médecine vétérinaire, mais aussi à la tête d'un laboratoire de recherche biomédicale, dit « Souffler dans un poumon nécrosé n'est pas une bonne idée. Dès que les premières autopsies ont été faites et qu'on avait vu les thromboses dans les poumons, il fallait s'en abstenir, c'était criminel. On sait même ça en médecine vétérinaire. » Et donc, la tragique réalité est que le taux très élevé de décès hospitaliers dans un premier temps est attribuable de manière linéaire à la systématicité de cette intervention iatrogène, c'est-à-dire dont les effets destructeurs ont été pires que la maladie. Dieu merci, on s'est aperçu à un moment donné qu'il fallait oxygéner à haut débit le plus possible les patients dans cet état, ce qui a permis que la mortalité soit beaucoup moins forte. Voilà ce qu'il en est de la question de la surcharge hospitalière autour du Covid. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la relayer autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui ignorent encore les réalités que je partage sur ma chaîne de manière totalement documentée et sourcée. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon effort de production des informations pour que je puisse continuer à vous soutenir et vous rendre à cette fin sur le site jdmichel.tv où il est possible, si tel est votre choix, de faire une donation du montant de votre choix ou de vous abonner à partir de 1 € par mois. À demain. Merci.